Bien, bonjour, je suis Jean-Philippe Reynaud, je suis psychiatre pour enfants et adolescents au CHU de Toulouse. Je suis chef de service et je suis également professeur à la faculté de médecine. Alors, je remercie moi aussi Michel Clanet pour son invitation. Au départ, simplement parce que j'étais touché de sa confiance et puis aussi parce que j'ai été très intéressé par ce qui se disait ce matin. Et puis vous savez qu'on a tous besoin, enfin je vais répéter ça dans toute mon intervention, tous besoin d'une réflexion éthique et d'un peu de pensée. Alors je voulais appeler mon intervention au départ étions-nous vraiment prêts? Parce que je ne sais pas si vous l'aviez lu, mais au mois de mars, le 24 mars, nous sommes tous les professeurs de pédopsychiatrie français ont signé une tribune dans Le Monde qui s'intitulait « Sommes-nous vraiment prêts à trier les enfants et adolescents suicidaires ?» Effectivement, alors, on a constaté une augmentation très nette des tentatives de suicide. Le système de santé mentale en France était déjà très fragile avant l'épidémie. Avec l'épidémie, on a assisté d'abord à ce que j'appellerais un calme avant la tempête. Pendant toute la période du confinement, silence radio au niveau des urgences. Ça n'a pas duré, 3 semaines à peu près. On a toujours 2-3 tentatives de suicide par jour chez les moins de 18 ans. Dès que le confinement a commencé à être un peu installé, on a vu une augmentation des maltraitances, une augmentation des arrivées pour tentatives de suicide et une augmentation des sollicitations de nos dispositifs de première ligne spécialisés. Les chiffres de 2021, c'est plus 35% de tentatives de suicide qui viennent à l'hôpital, parce qu'elles viennent peut-être pas toutes à l'hôpital, chez les moins de 18 ans, avec au mois d'avril dernier un pic à plus 170%. Pour vous donner un exemple, sur l'hôpital des enfants où on accueille les 0-15 ans, habituellement, notre équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de liaison voit 5-6 jeunes par jour pour motif psychiatrique, pas uniquement tentative de suicide. Et à un moment donné, nous étions à 25 par jour. Ça tombait bien parce que les lits n'étaient pas occupés en pédiatrie, parce qu'il n'y avait pas de bronchiolite et pas de gastroentérite. Donc on a pu s'installer. Et nos collègues pédiatres ont été extrêmement accueillants. C'est moins le cas actuellement, puisque, vous le savez, toutes les petites maladies ont repris. Ce qu'on a observé, c'est des troubles plus sévères et des troubles plus nombreux. Alors on m'avait demandé, l'intitulé c'était handicap et santé mentale. Je ne suis pas très bien placé pour parler du handicap, même si évidemment les troubles mentaux que nous soignons sont à l'origine de handicap, notamment les troubles neurodéveloppementaux, l'autisme, le handicap intellectuel, le TDAH, etc. Mais aussi la schizophrénie, certains états anxieux très très durables et très impactants, etc. Donc moi je parlerai globalement, avec peut-être un petit focus sur la spécificité des enfants et des adolescents handicapés. Alors premier constat qu'on a fait, moi aussi je vous fais un petit retour d'expérience en fait. Premier constat, c'est que les enfants et les adolescents qui étaient déjà suivis, déjà connus, que ce soit d'ailleurs dans le sanitaire ou le médico-social, ils s'en sont plutôt pas mal tirés. Ça a déjà été dit ce matin, je ne sais plus, par ma collègue de l'ASI. Voilà, tout le monde a mis en place, avec les moyens qu'il avait, etc., des accompagnements à distance, des visites à domicile, un maintien du lien. Nous, les psys, on est très attachés à cette notion du lien, et de la permanence, et de la continuité, etc. Ceux qui ont décompensé massivement, ce sont ceux qui étaient, à mon avis, déjà fragiles, mais qui n'étaient pas repérés et qui ont eu beaucoup de difficultés à avoir accès aux soins, y compris aux soins de première ligne par le médecin généraliste. Je vous donne un exemple, on ne s'y attendait pas du tout. On a beaucoup prédit. Moi particulièrement, j'ai beaucoup dit, il va se passer ci, il va se passer ça, etc. Je ne me suis pas beaucoup trompé, sauf qu'on n'a pas du tout vu venir une épidémie d'anorexie mentale sévère.
Donc on fait l'hypothèse que ce sont pour la plupart des jeunes filles qui étaient chez elles, qui ont été confinées, qui ont mis en route les mécanismes habituels de défense et de protection, de déni que mettent en place ces patientes, et qui sont ressorties du confinement sans avoir vu aucun médecin, aucun nutritionniste, etc. Et avec des indices de masse corporelle extrêmement bas, on n'en voyait plus. On n'en avait pas vu depuis des années, des 11, des 12, des choses très très graves. Alors, juste un mot pour dire qu'on a vu aussi beaucoup de refus scolaires anxieux. Ça, en ce moment, c'est la grande question actuellement des refus scolaires anxieux, c'est-à-dire des enfants et des adolescents qui ont décroché scolairement. C'est vrai aussi qu'ils ont été confrontés à une telle discontinuité, à de telles contraintes en milieu scolaire. On parle beaucoup du jeu, la Squid Game, mais il y a des scènes qui ont été photographiées dans des cours d'école qui ressemblaient à ça, avec chacun son espace, l'interdiction de communiquer, d'avoir chacun sa table, ses masques, etc. Et actuellement, il y a vraiment un nombre très très important d'enfants et surtout d'adolescents qui n'ont pas repris la scolarité en septembre dernier. Alors, juste, je voulais dire qu'en pédopsychiatrie, par rapport à l'éthique, au sens large, tel que moi je la considère, je surveille, on a beaucoup de chance, on est plutôt équipé en termes d'outils. On a des outils qui sont des outils du soin, mais qui sont, à mon avis, aussi des outils support de l'éthique. Je vous donne par exemple la pluridisciplinarité, ça a été cité ce matin. Nous, on est plein de métiers, des psychologues, des psychomotriciens, des éducateurs, des infirmiers, encore un peu de psychiatres, etc. Et on a cette habitude de beaucoup se réunir. On a la réunionite qu'on nous reproche parfois. Mais on travaille beaucoup sur nos pratiques. On a des réunions de fonctionnement uniquement destinées à travailler sur comment on fonctionne, comment on travaille, comment on réfléchit. Voilà. Et puis on a la chance aussi d'avoir des supervisions qu'on appelle maintenant des analyses de pratique et qui sont extrêmement aidantes pour nos équipes et qui se sont poursuivies pendant la période Covid. Et puis on a aussi 2 atouts majeurs qui sont la formation et nos outils théoriques. Je parlais tout à l'heure de la permanence, du lien. La théorie de l'attachement nous aide beaucoup à penser cette question. J'ai une maman récemment, une maman d'origine africaine, qui me ramène son adolescent parce que c'est compliqué, il a maintenant 19 ans. Je lui dis, mais vous savez que on s'est occupé de lui quand il avait 8-10 ans, mais vous savez que maintenant c'est plus nous, c'est la psychiatrie d'adulte, etc. Elle m'a répondu, la vache dans mon pays revient toujours à l'arbre auquel elle était attachée quand elle était petite. Donc, la vache c'est moi dans l'occurrence. Alors il y a eu 2 phases, donc on l'a tous dit, je crois, je vais beaucoup répéter des choses. Le confinement, et puis après le confinement jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est pas fini. Alors, le confinement, nous, ce qu'on a constaté, c'est beaucoup d'inégalités, qui posent quand même des problèmes éthiques. Beaucoup d'inégalités d'accès au matériel pour les téléconsultations. D'inégalités aussi parce que les parents étaient parfois démunis. On a des enfants qui n'ont pas pu se connecter, pas tout de suite en tout cas, le temps que nous on réalise qu'on ne les voyait plus. Beaucoup de pertes de contact. Sur les hôpitaux de jour, qui sont les hôpitaux de jour en pédopsychiatrie, accueillent les enfants les plus sévères. Tous ont un statut de situation de handicap, tous. Aucune perte de vue. Le contact a été maintenu, les visites à domicile se sont mises en place, les ateliers même ont pu les équipes ont été extrêmement créatives, ça a été dit ce matin, très solidaires, très impliquées, mais aussi très créatives. Ils ont inventé des trucs en peu de temps pour pouvoir maintenir des choses. On a d'ailleurs des enfants qui ne s'exprimaient que très peu dans nos ateliers en live, en présence, et qui se sont mis à s'exprimer avec un peu de distance, etc. Et puis, des inégalités aussi dans les équipes. Parmi les équipes, nous sommes 3 secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Nous travaillons aussi en lien avec le médico-social. Il est certain qu'au CHU de Toulouse, nous avons bénéficié du système général d'un hôpital général universitaire, c'est-à-dire que dans les 3 jours, 4 jours, on a été équipés. Enfin, moi, j'en suis pas revenu, je ne savais pas d'où arrivaient les caméras, les ordinateurs, les logiciels, les blouses, le gel, etc. Et quand on discutait avec nos collègues, ils nous disaient on n'a pas encore ce matériel, comment vous faites, comment on va faire, est-ce qu'on peut avoir accès par exemple au système de téléconsultation pour lequel le CHU était prêt,
mais pour lequel les collègues n'étaient pas tous encore connectés. Deuxième point, il y a eu des fermetures. Alors je ne sais pas comment le dire. Il faut le dire quand même. Il faut dire que dans le système de l'enfance, de la protection de l'enfance, de la santé de l'enfance, il y a eu, alors ça a été dit tout à l'heure, certains établissements ont dû fermer, mais il y a eu un effet de lâchage, un vécu de lâchage. En particulier, encore une fois, pour les plus démunis. Les familles revendicatives qui sont capables de se bouger, de demander de l'aide, etc., se sont manifestées, elles ont trouvé. Mais bon, la PMI, il faut le dire, la protection maternelle et infantile a répondu aux abonnés absents pendant peu de temps, mais pendant ce temps, ce qu'on appelle les IP, les anciens signalements, les informations préoccupantes s'accumulaient, dangereusement, parce que les informations préoccupantes, c'est pour des enfants maltraités ou à risque de maltraitance. Des enfants qui étaient des familles qui étaient suivies à domicile, etc. Pendant quelque temps, il y a eu un scotum. Je redis, chacun a fait aussi avec les moyens qu'il avait, avec ses possibilités. Alors après le confinement, moi je dirais que notre équipe, elle est maintenant, depuis malheureusement AZF, on s'intéresse beaucoup au stress post-traumatique, au stress, aux événements stressants, etc. Et moi je dirais qu'il y a eu un stress aigu, qui a été le début de l'épidémie, où les enfants et les adolescents ont vécu ça à travers leurs parents, à travers l'école, à travers les médias. C'est d'ailleurs assez impressionnant de voir comment les enfants vivent les médias et les réseaux sociaux, surtout les adolescents. Ils ont tous une théorie sur ce qui se passe. Et maintenant, c'est un stress qui dure et qui, ils le disent, c'est eux qui le disent, c'est du harcèlement. Ils se sentent harcelés, ils se demandent tout le temps qu'est-ce qui va se passer à la rentrée, qu'est-ce qui va se passer pour Noël, ça a été dit tout à l'heure, etc. Je vous donne un exemple de discontinuité à laquelle on a assisté. Les enfants donc, qui sont reconnus comme en situation de handicap, pour un handicap psychique, un handicap mental, on va prendre l'exemple des autistes, sont accueillis souvent dans des ULIS. Ce sont des classes à petit effectif, avec un enseignant spécialisé, etc. Quand il y a eu la reprise, après le premier confinement, la consigne a été donnée. Alors oui, j'ai pas dit, ces enfants sont accueillis dans un dispositif ULIS et font le va-et-vient entre une classe ordinaire et le dispositif ULIS. C'est un genre de havre de paix dans lequel ils peuvent aller de temps en temps se ressourcer un peu. Eh ben, la consigne a été donnée par l'inspection d'académie que c'était ou l'un ou l'autre, pour pas que le virus circule entre l'ULIS et... Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas idiot, mais ça a été vécu comme très violent, puisqu'il y a des enfants qui ne peuvent bien sûr absolument pas supporter d'être en permanence dans une classe de 30 élèves. Ça les met en échec, ça les met en difficulté, etc. Donc, beaucoup d'anxiété. Moi, le mot qui revient le plus, c'est le côté anxiogène de tout ça. Et moi, je dirais pas toujours justifié. Je trouve que, voilà, bon... vous savez, l'anxiété, c'est un système qui fonctionne en écho. Hein, et l'anxiété, certainement des gouvernants, puis l'anxiété des responsables de structures et l'anxiété des responsables académiques, etc., fait qu'on a certainement majoré de l'anxiété. Puis après, les choses, je vous rassure, vous l'avez vu tout ça, les choses se sont régularisées. Hein, ça s'est régulé. Nous, on a hurlé, numériquement en disant mais c'est pas possible, etc. Et les choses ont repris leur route. Deuxième point, ou troisième point, la vulnérabilité des adultes. Ça a été tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la toute-puissance médicale. Je ne sais plus qui, hein, il y avait tellement d'interventions. Mais les enfants et les adolescents ont cette idée, je crois, que les adultes sont fiables, solides, non vulnérables. Et alors là, tout d'un coup, il y a eu une espèce de vacillement avec des enfants qui se sont retrouvés avec les parents à la maison, qui se sont retrouvés avec les parents au chômage dans la région ici. Ou alors, on en parlait beaucoup, il y a des enfants qui ont beaucoup grossi aussi, hein, qui ont eu une anxiété anticipatoire très forte là-dessus. Quand on voyait, nous les parents, 8 jours après, ils nous disaient « mais non, mais c'est pas à ce point je vais rebondir, Airbus ne va pas s'effondrer, etc. » Et puis, j'avais prévu de le dire, donc je le dis quand même, bien que ça ait été évoqué tout à l'heure, beaucoup de ces enfants et de ces adolescents ont été confrontés à l'idée de la mort pour la première fois de façon massive. Les enfants ont pensé qu'ils allaient ramener la mort à leurs grands-parents. Moi, j'ai entendu plein de fois, allez, on met du gel quand ils rentrent dans le bureau, on met du gel pour pas contaminer les parents ou les grands-parents, etc. Il y a aussi la mort dans la réalité. C'est vrai qu'ici, on a été très peu touchés, ça a été dit ce matin, mais moi, j'ai eu des patients qui ont vécu
le confinement avec des personnes en fin de vie. Et ça a été extrêmement violent. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Me disant, par exemple, ça devient vraiment pénible, tous ces infirmiers qui viennent tous les jours, qui arrivent tous les jours. Voilà. Un mot sur le masque. Le masque, je trouve que c'est vraiment un paradigme de ce qui a été dit ce matin sur l'ambivalence. C'est-à-dire que les enfants et les adolescents, plutôt les enfants d'ailleurs, ça les rassure et en même temps ça les inquiète. Quand il a fallu le quitter, nous on a des enfants handicapés mentaux qui ne voulaient pas le quitter. Les parents me disaient le week-end, ils n'enlèvent pas le masque à la maison, 8 ans. 8 ans, 5 ans d'âge de développement. Je n'enlève pas le masque, c'est dangereux. L'idée est entrée dans ma tête et on n'en parle plus. Et toujours à propos du masque, un mot sur les bébés. Il semblerait on a été très inquiets sur les interactions entre les soignants et les bébés ou les parents et les bébés. On a 2 équipes dans les maternités de Toulouse. Il semblerait aujourd'hui que les études montrent que les bébés, ils sont formidables, développent des relations tout à fait qualitatives, même avec le masque, et que, on le voit nous aussi. Moi, je vois quand vous souriez ou quand vous êtes un peu, je crois le deviner. Les bébés sont plus forts que nous pour ça, de toute façon. Alors, quelques constats inquiétants. Je l'ai dit, les plus démunis ont été encore plus démunis. Bon, là, il y a une réflexion sociétale, une réflexion générale à avoir. Sur le plan cognitif, ceux qui étaient démunis sur le plan cognitif ont été en très grande difficulté pour l'accès aux informations. Nous, la secrétaire disait, j'ai envoyé un SMS à tous les parents. Ça ne veut pas dire que les SMS sont compris et sont perçus et sont reçus partout. La souffrance des soignants a été évoquée, mais il y a aussi des soignants qui ont été un peu oubliés. Alors c'est en train de se rattraper, on parle de Ségur médico-social, mais bon, nous on a eu par exemple, les professionnels ont été augmentés, sauf les éducateurs spécialisés. Nous avons dans le service une trentaine d'éducateurs spécialisés. C'est un message extrêmement négatif qui est envoyé à des gens qui se sont beaucoup investis depuis le début de l'épidémie. Bon, ça se rattrape. Le Premier ministre a annoncé il y a 15 jours que les éducateurs spécialisés allaient être reconnus. Ça a des effets sur le recrutement, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est la première fois dans le département de la Haute-Garonne que le métier d'assistante sociale est filière en tension. On ne peut pas recruter, on n'arrive pas c'est la première fois que ça arrive. Les promotions sont sorties en juin, personne n'a candidaté dans les hôpitaux et dans les collectivités territoriales. Les assistantes sociales, je ne sais pas, elles ont envie de travailler chez Airbus, chez Matra, chez Orange, mais pas chez Service Public. Je crois que ça veut dire quelque chose quand même. Alors, il y a aussi quelque chose qui est un concept, je pense que sur le plan de l'éthique, les sociologues l'ont travaillé un petit peu, qui est venu, c'est l'idée, on travaille mal. En ce moment, on travaille mal. On est trop submergé, on n'y arrive pas. Et cette notion de bon travail, de mauvais travail, de culpabilité chez les soignants, etc., je crois que c'est important. Alors nous, c'était en pédopsychiatrie, c'était dans un contexte, j'ai parlé de tentative de suicide, mais il faut quand même le dire pour être dans la réalité, on a eu aussi des suicides. Il y en a des suicides d'enfants, il y en a des suicides d'adolescents. Mais là, il y a eu quand même... les équipes suivaient énormément de jeunes. Comme il y a une expression qui revient beaucoup, c'est on les porte à bout de bras. On manque de lits d'hospitalisation, on manque de structures d'accompagnement suffisamment contenantes. Et il y a eu, bien entendu, quelques décès. Alors, je ne vous dis pas dans quel état sont les équipes, médecins compris, et en lien avec les parents aussi, quand il arrive ça. Alors, j'ai quelques raisons d'espérer quand même, pour conclure. Premièrement, on a assisté, nous, à tous ces effets de solidarité qui ont été décrits, et on a eu le même mouvement qui m'a semblé voir là, c'est-à-dire au niveau national, on a beaucoup échangé entre nous, essentiellement les universitaires, parce que c'était facile, mais on a énormément échangé entre nous. On a pu constater qu'on avait tous les mêmes constats. Et au niveau international, au niveau européen, ça a été la même chose. Et il y a d'ailleurs des travaux qui se sont mis en route et dont certains sont portés par des membres de nos équipes. Deuxième point, c'est qu'il me semble que, ça a été dit d'une autre façon tout à l'heure, on aurait à développer ce que j'appellerais moi une éthique de l'anticipation et encore plus fort, une éthique de l'anticipation, alors j'allais dire non anxiogène, la moins anxiogène possible. D'accord ? C'est comme nous quand on dit à des parents, votre enfant a une microdélétion génétique, il a un risque de devenir schizophrène.
C'est difficile de ne pas être anxiogène. Donc on essaye de mettre les formes. Je voulais pointer aussi qu'il y a eu des effets positifs sur les collaborations. Par exemple, nous, au CHU de Toulouse, on a historiquement, c'est comme ça, avec les pédiatres, on est très proches et parfois c'est compliqué. Depuis le début de l'épidémie, nous avons une collaboration sans faille avec les pédiatres, en particulier les urgentistes pédiatres, qui d'ailleurs ont dit, on a constaté à la fois la sévérité des troubles accueillis et à la fois l'investissement des équipes. Même chose pour les partenaires du médico-social. On a mis en place un système moins ambitieux que celui des gériatres. Tout simplement, au début de l'épidémie, on a décidé de se réunir tous les mercredis matins en visio, tous les acteurs de la santé mentale de Haute-Garonne. On n'est pas très nombreux, hein, je vous rassure. Et l'ARS. Je termine. Et l'ARS. Eh bien, on continue. On continue parce que finalement, on s'aperçoit que ça permet de coordonner et d'homogénéiser. Je voulais dire un mot là-dessus parce que l'ARS a été présente et nous a soutenus. Bon, je ne peux pas non plus faire que des compliments sur l'ARS, ça serait trop... on a dit dès le début du confinement, on a dit ça va être très dur. On avait les publications des collègues asiatiques qui pointaient déjà une augmentation des tentatives de suicide et des stress. Et bon, les renforts sont arrivés 6 mois après. Et les renforts s'arrêtent le 31 décembre. Ça nous a été annoncé récemment. Les renforts, ça veut dire qu'on nous a permis de renforcer nos équipes avec des psychologues notamment. Voilà. Et un dernier mot pour conclure sur le numérique, puisque ça a été beaucoup évoqué. Avec les enfants, les téléconsultations, la télépsychiatrie, ça marche bien, surtout quand on les connaissait déjà avant. Plus compliqué pour des premières consultations et développer une alliance de travail correcte. Ça a posé des questions éthiques. Ça a posé de véritables questions éthiques. Moi-même, j'en ai été victime. Vous vous connectez avec votre patient, on démarre la séance de consultation ou de thérapie, et tout d'un coup, alors moi j'ai une patiente qui m'a mis un papier comme ça, mon père est à côté, il entend tout ce qu'on se dit. Voilà, bon, elle avait des ressources, hein, c'est pas mal quand même. Mais vous voyez, c'est compliqué. Donc ça nous a amené à réfléchir au cadre de la consultation ou de l'intervention en visio, parce que l'intimité, la confidentialité qui a été évoquée tout à l'heure, le secret aussi, enfin le secret de la thérapie, c'est un peu compliqué. Alors, des avancées. Moi, je trouve que ça nous a fait énormément avancer. Les équipes sont fatiguées, mais ça je pense que tout le monde le sait. Peut-être un peu moins de motivation là sur la cinquième vague. Et en même temps, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en même temps, les affaires continuent, les affaires courantes continuent. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut déposer les appels à projets, il faut faire de la recherche, il faut enseigner, prendre soin des étudiants, qui n'allaient pas fort non plus, etc. Donc, vivement qu'on en sorte quand même de cette histoire. Je vous remercie.